Aurélie Sitter, c'est une facilitatrice, consultante, formatrice, podcasteuse au service des redirections écologiques. Elle était membre du COMEX de Bluelink, filiale d'Air France. Elle est aujourd'hui entrepreneur salarié associée au sein de la coopérative d'activité et d'emploi Solstice Scope. Membre du collectif larobustesse.org, incluant notamment le chercheur biologiste Olivier Amand, qui a développé la notion de robustesse inspirée du vivant. Oui, je vous ai épargné dans mon discours un petit jeu de mots sur la robustesse de l'élevage, mais ça aurait été trop facile, je ne l'ai pas fait. Donc, je laisse la parole à Aurélie Sitter. Merci beaucoup. Ah, c'est bon, vous m'entendez bien? Ok, super. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici. J'ai passé toute la journée dans les transports pour venir. J'ai pris le train, mais comme j'avais envisagé un déplacement robuste, j'avais pris de la marge parce que j'ai eu du retard dans les trains. Et finalement, j'étais bien à l'heure quand même. Donc, je viens de la Drôme, où je vis avec ma famille et mes 2 enfants. Donc, j'habite à Valence et vraiment, je suis ravie d'être là. Alors, les intentions de cette conférence, c'est vous parler de cette notion de ce concept de robustesse. Et alors, je ne sais pas si vous le voyez, c'est la première fois que je teste ce format en 6 grands groupes, parce qu'habituellement, c'est un format qu'on a en petit comité. Donc, si vous n'arrivez pas à lire, vous nous direz à la fin s'il faut refaire ou pas. Si vous ne voyez pas, moyen. Bon, vous n'avez qu'à suivre mes paroles, c'est pas très grave. Mais l'intention, donc vous ne voyez pas très bien sur cette photo, mais ça représente une forêt qui brûle. Et en fait, tout en bas, il y a des petites repousses de verre. C'est une sorte de métaphore du monde actuel où tout brûle. Et en fait, il y a quand même des choses super chouettes qui se passent partout dans les territoires. Donc, l'intention de la conférence, c'est de vous parler un peu de la forêt qui brûle, mais surtout beaucoup des petites repousses de verre qui poussent partout dans les territoires. Et notamment ici, j'ai entendu plein de choses de très chouettes. Donc voilà, c'est vous donner cet angle-là. Et surtout, c'est de ne pas parler de la robustesse comme un concept qu'on ajoute en plus, mais plus comme des lunettes qu'on peut porter pour essayer de regarder les choses sous un angle un peu différent. Donc voilà, je ne viens pas avec un concept en plus, mais je viens avec un éclairage pour regarder les choses et voir comment est-ce que ça peut nous inspirer dans nos projets, sur nos territoires. Donc c'est vraiment ça l'intention de la conférence. C'est vraiment de vous amener cet autre regard. Avant ça, je vais juste me compléter la présentation qui a été faite. Merci beaucoup. Pour vous dire d'où je parle, pourquoi je suis là pour vous parler de robustesse ce soir, puisqu'effectivement, je n'ai pas toujours parlé de ces sujets-là. Donc, je fais un retour en arrière pour dire comment est-ce que j'en suis arrivée là. Donc moi, à la fin de mes études, enfin à la fin du lycée, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire et du coup j'ai suivi une voie un peu toute tracée. J'aimais beaucoup la biologie. Je ne suis pas du tout biologiste, mais j'aimais beaucoup la biologie. Mais je ne me suis pas engagée là-dedans et je me suis dit pur produit de la société de consommation, je vais faire des études dans le commerce. Donc j'ai fait un IUT technique de commercialisation. J'étais pas spécialement attirée par ça, mais comme je savais pas quoi faire d'autre, j'ai fait ça. Ça me semblait assez généraliste dans le monde actuel, assez approprié. Donc j'ai fait ces études dans le commerce et j'ai eu la chance de partir 1 an au Canada en 3e année. Et donc là, j'ai découvert l'interculturel, comment réussir à se comprendre quand on est de cultures différentes. Ça m'a beaucoup intéressée et j'ai un petit peu réorienté mes études en partant sur des études de communication. Donc vraiment, tisser des liens, mieux se comprendre, etc. Donc j'ai cheminé là-dedans. Et à la fin de mes études, j'ai eu la chance de décrocher un stage. À l'époque, pour moi, c'était le Graal, un stage au sein du groupe Air France, à la direction de la communication Europe-Afrique du Nord. Donc interculturel, voyage, communication, c'était tout ce que j'aimais. Et à la fin de ce stage, j'ai décroché un poste dans une filiale qui gérait donc Bluelink, une filiale spécialisée dans l'expérience client, la relation client. Donc, pour moi, ça cochait vraiment toutes les cases. J'étais absolument ravie de ça. Et j'ai passé 15 ans dans cette filiale à différents postes, et notamment 8 ans au comité de direction. Et en fait, j'ai exploré ces sujets autour de comment tisser du lien, plus de liens et de l'attachement entre des marques et leurs clients. Et ça m'a passionnée. Je me suis plongée dans ce truc-là de comment faire mieux en termes d'expérience pour les clients.
Et à la fin, j'ai monté un laboratoire d'innovation pour réussir à mieux coopérer en interne. Donc, c'était à cheval. Ce laboratoire d'innovation, ça a consisté à désiloter l'innovation. En général, c'était une direction et puis il y avait un goulot d'étranglement dans cette direction. C'était toujours les mêmes qui portaient les projets intéressants, mais comme il y avait plein de projets intéressants, ils ne pouvaient pas tout faire et à la fin, il ne se passait rien, donc il n'y avait pas d'innovation. Et donc, quand on m'a confié ce poste, j'ai remis l'innovation autrement, où en gros, on a travaillé en coopération, en collaboration, il y a une petite nuance, sur des projets avec des personnes volontaires, engagées temporairement, ponctuellement sur des projets d'innovation. Donc, j'ai développé en fait une culture autour de l'intelligence collective, comment faire pour travailler ensemble, etc., etc. Jusqu'à l'année 2015. J'ai été à fond jusqu'à l'année 2015. Année 2015, un petit peu charnière pour moi, puisque j'ai eu mon premier enfant cette année-là. J'habitais en région parisienne. Ma fille est née la semaine des attentats de Charlie Hebdo et notamment le soir, la nuit des attentats de l'hypercachère, de la prise d'otage de l'hypercachère dans la maternité d'à côté. Donc ça m'a bouleversée et j'étais absolument paniquée, je ne voulais plus sortir de la maternité. Et j'ai commencé à me questionner sur le monde dans lequel on vit, sachant que cette année-là, il y avait aussi la COP21, il y avait vraiment, être à Paris à ce moment-là, c'était un peu particulier. Ça a ouvert une brèche en moi et j'ai commencé à vraiment me questionner sur le sens de ce qu'on fait. Comment est-ce que j'avais fait atterrir un enfant dans ce monde-là? Je me suis vraiment questionnée et j'ai cheminé notamment par la porte d'entrée de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange? Comment on se nourrit? Voilà, donc j'ai cheminé jusqu'à me dire, en fait, j'ai un poste super où je tisse du lien entre des marques et des clients, mais des marques, je crée de l'attachement pour des marques qui, en fait, viennent détruire nos conditions d'habitabilité sur Terre. Est-ce que c'est OK, en fait? Est-ce que je contribue à quelque chose qui est OK? Et du coup, j'ai essayé de faire changer des choses en interne jusqu'à me dire, en fait, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai fait un pas de côté et je suis partie, j'ai quitté mon poste pour essayer de voir comment est-ce que je pouvais m'engager pour mettre en valeur des projets qui participent vraiment à la santé des personnes, à la santé des territoires, à la santé tout court. Et voilà, donc j'ai cheminé, j'ai lancé des podcasts, je suis allée à la rencontre de tout un tas de personnes qui lancent des choses sur des territoires. Et après, je me suis lancée à mon compte. On a déménagé dans la Drôme, du coup, en famille. Bastion d'initiatives inspirantes, mais comme ici, j'ai l'impression. Et je me suis engagée dans une coopérative d'activité, donc avec d'autres entrepreneurs comme moi. Et du coup, aujourd'hui, je donne des cours en école. Alors, je suis toujours un pied, du coup, dans les entreprises et dans les écoles. Donc, je donne des cours en école de commerce. J'accompagne des entreprises. Et j'interviens auprès de pas mal de publics différents. Et sur ce chemin, j'ai rencontré une personne, un chercheur qui s'appelle Olivier Amand, un chercheur biologiste. J'ai eu l'occasion de prendre la parole sur une conférence en 2023 et il était là aussi. Donc moi, j'avais lu ses livres et j'étais au même niveau que lui. Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je viens parler alors qu'il est là? Et en fait, j'ai découvert quelqu'un d'absolument adorable, vraiment hyper humain, hyper gentil. Et du coup, je l'ai suivi encore un peu plus dans ses projets. Et quand en début 2025, un appel a été lancé, un petit appel, il fallait vraiment le suivre de très près, pour monter un collectif autour de lui, j'ai foncé. Et donc, on a monté un collectif pour essayer de soutenir Olivier qui est de plus en plus sollicité pour des conférences et il ne peut plus répondre à toutes les conférences. Il a un agenda qui est suroptimisé et pas du tout robuste. Du coup, on est un petit collectif d'une trentaine de personnes où on anime des ateliers sur ces sujets et certains d'entre nous donnent des conférences pour essaimer autour de ce concept de robustesse. Sachant qu'Olivier, pour le coup, il est biologiste, mais ce qu'on s'est dit, c'est que nous, on a toutes et tous des profils différents et c'est OK, parce qu'on n'a pas besoin d'être biologiste pour parler de robustesse. On peut venir de n'importe quel univers parce que ça doit infuser, en fait, finalement, partout dans les territoires et il n'y a pas besoin d'être biologiste pour en parler. Donc, voilà un peu l'intention. Donc, j'ai fait un pas de côté. Ce collectif, donc, j'aimerais juste savoir, peut-être à l'applaudimètre, qui connaît déjà, qui a entendu parler d'Olivier Amand. Alors, levez la main, parce que du coup, il y en a qui lèvent la main, il y en a quelques-uns. Ah, pas tout le monde. OK, trop bien. Donc, pour les autres, génial. Vous allez pouvoir découvrir des choses passionnantes.
J'espère que ça va vous intéresser et que vous allez vouloir lire ces livres après. Donc, en termes de déroulé, alors, pourquoi c'est comme ça sur un fil? Parce qu'au départ, quand Olivier nous a dit « Est-ce que vous pourriez faire des conférences ?» On s'est dit « Ouh là là, mais faire une conférence comme lui, alors qu'on n'est pas Olivier, les gens qui le connaissent, ils vont être déçus. » Donc, on va essayer d'imaginer des formats différents, des formats qui nous appartiennent. Et moi, j'anime beaucoup d'ateliers et souvent, j'utilise la corde, le fil. Je fais quelque chose d'un peu plus low-tech. Et donc, avec quelques personnes, on a imaginé une conférence plus low-tech, sans PowerPoint, où on affiche des choses sur un fil et on s'est dit que ça pouvait correspondre à la notion de robustesse. Donc, en général, je la teste en petit comité. Bon, là, on est un peu plus nombreux, mais on va voir comment ça se passe. Le fait de devoir à chaque fois mettre des choses sur le fil, ça me ralentit, mais c'est aussi un principe de robustesse. Donc, voilà, je serai un peu plus lente dans ma parole, mais c'est OK. En termes de déroulé, du coup, je vais vous donner quelques définitions sur le concept de robustesse. Ensuite, je reviendrai sur la notion de performance et le monde actuel où on en est. Et ensuite, je zoomerai sur les initiatives inspirantes dans les territoires qui illustrent ce concept de robustesse pour finir par quelques ingrédients clés à la fin de la conférence. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir, je ne vais pas tout afficher à chaque fois, mais j'aimerais savoir qui est là. Donc, en deux mots, enfin, voilà, en quelques questions plutôt, est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes concerné par ce que je dis? Alors, premièrement, est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans l'agriculture, qui sont agriculteurs, agricultrices, ou qui ont dans leur famille, qui ont baigné dans l'agriculture? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes concerné? Ok, une petite moitié, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent plutôt dans le tertiaire, donc plutôt des représentants d'entreprise ou qui aident en entreprise? Il n'y a pas trop d'entreprises là. Ok, 3-4 personnes, d'accord. Les élus, du coup, les personnes qui sont plutôt représentants, élus. Ah ouais, ok. Pas mal de personnes de collectivité, très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en études? Des études? Un peu? Ouais, un petit peu par là, bien sûr. Est-ce qu'il y a des personnes engagées dans l'ESS, les associations, l'économie sociale et solidaire? Ok, trop bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été en mode performance depuis ce matin pour arriver à être à l'heure à cette conférence qui a démarré pile poil à 19h? Qui a l'impression d'avoir fait un sprint depuis ce matin? Un petit peu? Ok. Surtout par là. Et qui a pris le temps d'écouter le chant des oiseaux aujourd'hui? Ah ouais, ça fait plaisir. Ok. Donc vous n'étiez pas complètement tous en mode sprint. Super. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était juste pour savoir qui était dans le public. Merci. Donc je commence à ranger un peu. Donc je vais démarrer par la robustesse du vivant. Donc pendant que je décroche, je vais parler en même temps. Alors, le principe, c'est de dire que le vivant ne s'inspire pas, en tout cas ne s'appuie pas sur la performance. Donc, pour dire ça, je vais juste redéfinir ce que c'est que la performance. Mais les êtres vivants ne privilégient pas du tout ce mode de fonctionnement, qui est un mode de fonctionnement propre aux humains. Donc, j'accroche mes feuilles. Alors, la définition de la performance. Parce que là, une fois que je dis ça, la performance, c'est pas bien. Pourquoi? Je suis pas du tout en train de dire que c'est pas bien. Il faut de la performance à certains endroits et de temps en temps. Mais c'est pas du tout la boussole que prennent les êtres vivants. Donc, dans la performance, quand on parle de ça, c'est égal à la somme de l'efficacité. Donc, l'efficacité, c'est atteindre son objectif. C'est clairement pas ce que je suis en train de faire. Le plus vite possible avec le moins de moyens possible. Donc, efficacité plus efficience. Voilà. Efficacité, atteindre son objectif. Plus efficience. Rassurez-vous, je ne vais pas mettre toutes les feuilles. Voilà, donc ça, c'est un mode qui n'est pas privilégié par les êtres vivants. Les êtres vivants s'inspirent plutôt de principes de contre-performance. Alors, parmi les principes de contre-performance, vous ne pouvez pas voir si vous êtes trop loin, donc je vais juste les donner à l'oral.
Ce qui est noté ici, c'est l'inefficacité, l'hétérogénéité, la lenteur, l'incohérence, l'incertitude, la redondance, l'inachèvement, le hasard, etc. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Le hasard, un principe de contre-performance dont s'inspirent les êtres vivants. Quand vous pensez aux akènes des pissenlits qui voyagent au gré du vent, c'est au hasard. Enfin, le développement en fait des pissenlits, c'est vraiment lié au hasard complètement. Les cellules, les neurones, donc les cellules qui se transforment en neurones, ne sont pas, au début du stade de développement de l'individu, ne sont pas destinées à être des neurones. Ça se fait au hasard, en fait. Ces cellules sont des cellules lambda, destinées au départ à on ne sait pas à quoi. Et en fait, à la fin du stade de développement, presque vraiment à la limite, cette cellule se transforme au hasard en cellules de neurones. Et pourquoi ça a des intérêts, en fait? Ce n'est pas parce que les êtres vivants sont incompétents, c'est pas du tout pour ça, c'est en fait des principes qui sont favorisés par les êtres vivants, parce que typiquement dans le stade de développement d'un individu, s'il y a un problème à un moment donné un problème qui se passe dans le stade de développement et qui vise à supprimer la cellule, et ben du coup, si la cellule était déjà un neurone, ça ferait un individu sans neurone. Donc pour s'assurer que l'individu va forcément avoir des neurones, le développement se fait à la fin et de manière aléatoire au hasard. Pareil, la redondance, c'est un principe absolument clé chez les êtres vivants. Typiquement, les arbres qui ont tout un tas de feuilles, tout un tas de branches. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un arbre qui a la même surface de feuilles, mais une seule grande feuille? Après tout, pourquoi pas? Vous vous rendez bien compte que s'il y avait juste une énorme feuille sur un arbre, c'est quand même hyper fragile, quoi. S'il y a du vent et que la feuille tombe, du coup, l'arbre, il n'a plus rien. Donc, la redondance chez les êtres vivants à tous les niveaux, de la cellule jusqu'aux écosystèmes. Il faut de la redondance pour s'assurer qu'on puisse maintenir, en fait, l'individu, l'être vivant. Et d'ailleurs, le fait de pouvoir explorer par le hasard de nouvelles voies, le hasard permet vraiment d'explorer, le fait d'avoir de la redondance, c'est une garantie finalement assurantielle. Parce qu'en fait, s'il y a tout un tas d'individus ou de cellules redondantes, on a la capacité de pouvoir explorer. Mais tout ça, que ce soit le hasard, la redondance ou d'autres principes, ça a un coût énergétique. Donc il y a beaucoup de gaspillage au sein des êtres vivants, et c'est ok en fait. Le gaspillage, c'est pas un truc, on gaspille beaucoup. Quand un individu herbivore va manger, en fait, ce qu'il va ingurgiter en termes de capacité calorifique, ça va être à 90% gaspillé par le fait même d'aller chercher à manger et de manger. Donc le rendement, il est très faible, il est de 10%. Donc tout ça, il y a énormément de contre-performances chez les êtres vivants, beaucoup de dépenses énergétiques, du stock, et tout ça, c'est vraiment des principes qui sont favorisés. Les chercheurs ont vraiment découvert que c'était vraiment favorisé dans le développement de tous les êtres vivants. Pareil pour la lenteur, j'aime beaucoup aussi les exemples autour de la lenteur. Les cellules souches, on a souvent considéré que les cellules souches, c'était des super cellules capables de tout faire. Effectivement, elles sont capables de se régénérer elles-mêmes et elles sont capables de générer de nouvelles cellules qui auront tout un tas de capacités. Mais pourquoi sont-elles pourquoi elles ont toutes ces capacités, les cellules souches? Eh bien, c'est dû au fait qu'elles sont très très lentes. Elles sont extrêmêmement lentes. En fait, elles commencent à se développer, donc par exemple, pour être une cellule de foie. Et en fait, elles le font de manière tellement lente qu'à un moment donné, elles vont recevoir un nouveau signal qui va leur dire plus besoin de cellules de foie, il faut te développer en cellules de cœur. Et du coup, elles vont bifurquer et elles vont aller pour se développer vers une cellule de cœur de manière extrêmement lente, tellement lente qu'elles reçoivent un nouveau signal et elles rebifurquent. Et donc, les cellules souches, c'est juste des cellules hyper lentes qui ont du coup pris le temps de développer tout un tas de compétences différentes. Donc, en fait, elles sont très compétentes sur plein de trucs, mais pas expertes. Elles sont pas expertes sur un sujet particulier. Elles ont juste tout un tas de compétences, ce qui leur permet d'avoir développé ces capacités-là importantes. Pareil, il y a beaucoup de lenteur l'hibernation. Pour faire face à l'hiver, laisser passer la vague, on va hiberner. Il y a même des animaux, des tortues qui sont capables de se congeler pour faire passer l'hiver. Il y a aussi de la dormance chez les graines. On a retrouvé dans des sarcophages des graines qu'on a été capable de replanter et qui ont poussé. Donc c'est vraiment incroyable. Ça veut dire qu'on est en capacité de se mettre dans une situation de vie ralentie pendant des milliers d'années.
Donc ça, c'est vraiment des super pouvoirs, mais qui pour nous, tous ces pouvoirs-là, pour nous, c'est vraiment, c'est pas performant, quoi. Quand je vous dis lenteur, incohérence, incertitude, bah, vous dites, mais ça c'est nul. En fait, c'est vraiment des choses qui sont totalement favorisées par les êtres vivants et c'est pas du tout dans nos logiques. Pourquoi? Parce que les systèmes vivants ne sont pas à leur optimum. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est pour se laisser des marges de manœuvre. Comme j'ai pas pris le dernier train pour être pile à l'heure pour venir ici depuis Valence, je me suis laissé des marges de manœuvre. Bah, c'est pareil pour les êtres vivants. Pour réussir à passer des fluctuations, des choses qu'on va pas forcément pouvoir anticiper et prévoir, eh bien, on se laisse des marges de manœuvre. Moi, j'ai pas prévu que j'allais louper ma correspondance, mais je me suis laissé des marges de manœuvre au cas où il allait se passer un truc. Ben, c'est pareil, c'est vraiment la même chose. Les êtres vivants se sont développés depuis 3,8 milliards d'années dans un contexte où le monde est fluctuant. Il a toujours été. Là, il commence à l'être de plus en plus. En tout cas, on se rend compte qu'il est fluctuant. Mais les êtres vivants ne considèrent pas que le monde est stable. Il y a des fluctuations tout le temps. Donc, du coup, pour se développer en faisant face à ces fluctuations, eh bien, il faut se laisser des marges de manœuvre. Pourquoi il y a un thermomètre? Parce que, ça c'est un exemple que donne souvent Olivier, c'est l'exemple de la fièvre. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'au niveau du corps humain, vous avez l'air d'être en forme, vous n'avez pas l'air d'être malade ce soir. Et du coup, je suis désolée de vous dire que vous n'êtes pas des êtres humains hyper performants ce soir. Vous êtes un peu en sous-optimalité. Parce que quand on est à 37 et quelques de température, eh bien, on est sur un régime de croisière tranquille, quoi. Notre système immunitaire, il est un petit peu, en mode croisière. On n'est pas au taquet de la performance. Pourquoi? Parce que pour faire face à une fluctuation, on est capable de monter en température. Et donc, les chercheurs ont réussi à analyser que notre système immunitaire est vraiment au ralenti à 37 et que toutes nos cellules immunitaires se mettent au taquet. Le maximum de performance, c'est vraiment 40 degrés. Sauf qu'on voit bien qu'à 40 degrés, alors c'est très contre-intuitif, hein, à 40 degrés, on n'a pas l'impression d'être hyper performant. En fait, c'est très performant à l'intérieur, ça nécessite énormément d'énergie, et du coup, ça nous épuise, ça nous fatigue. On consomme beaucoup d'énergie en étant à 40. On peut pas non plus se prendre une surinfection à 40 degrés, parce que si on est à 40 et qu'il y a quelque chose d'autre qui nous tombe dessus, on voit bien qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Donc, c'est un truc qu'on peut avoir pendant 2-3 jours, et encore, on n'est vraiment pas bien à 40 pendant 2-3 jours, mais ensuite, il faut vraiment revenir à une température, il faut vraiment redescendre. Donc, on voit bien que la performance, c'est un état qui est autorisé, un petit peu sur dérogation, dans un état vraiment exceptionnel, on se met en performance, mais c'est pas le régime de croisière. Le régime de croisière, il est vraiment d'être en sous-optimalité pour avoir les marges de manœuvre nécessaires. Donc, une fois que je vous ai dit tout ça, ça décrit ce qu'Olivier et d'autres chercheurs, c'est pas le seul à parler de ça, appellent la robustesse. Donc, je retourne mes petites feuilles et quand je vous dis robustesse, je vais vous donner la définition que je vais laisser, parce que je vais l'illustrer régulièrement, cette définition. La robustesse, c'est être capable, être en capacité de rester stable, malgré les fluctuations. Donc, quand on dit stable, c'est pas rigide, hein. Stable, c'est un système d'oscillation. On est capable de, c'est une stabilité dynamique. C'est pas on peut pas bouger. C'est vraiment stable, c'est-à-dire on se maintient et on se casse pas la figure au moindre choc. Donc on a des petites marges de manœuvre, on est capable d'osciller et de stabiliser un système, une entreprise, un territoire. Voilà, on se casse pas la figure s'il y a une fluctuation. Donc ça, c'est la première partie de la définition. Stable malgré les fluctuations. Et la deuxième partie, qu'on oublie souvent mais qui est hyper importante, c'est viable à long terme. Viable dans la durée. Parce qu'on peut passer des fluctuations, mais est-ce qu'on a un système qui est viable dans la durée? Et quand on parle de viable dans la durée, on parle de permettre au système de continuer à évoluer dans un environnement de santé commune. Donc ça veut dire de la santé pour les personnes, de la santé pour les sociétés, de la santé pour les milieux naturels. Donc, on ne peut pas être robuste si on vient détricoter, si on vient impacter négativement le milieu dans lequel on vit, les personnes qui font partie de l'écosystème, etc. Donc ça, c'est vraiment les deux parties de la définition, stable et viable à long terme.
On dit souvent que le vivant est super performant. Donc, ce que je vous dis, c'est un peu contre-intuitif. Quand on regarde un reportage animalier, on a l'impression que on nous montre que des caractéristiques hyper performantes du vivant. En fait, souvent, enfin, ce que nous a dit Olivier et d'autres chercheurs, c'est qu'ils se sont concentrés, eux-mêmes le disent, sur des caractéristiques de performance, mais ce n'est pas représentatif du vivant de manière générale. C'est vraiment, on a focalisé notre regard sur des caractéristiques précises de performance. Typiquement, le lion qui va chasser, c'est un instant de performance. Ou typiquement, il est dans le « je veux atteindre ma cible le plus vite possible avec le moins de moyens possible ». Il va pas faire des tours et des détours, il va vraiment attaquer directement quand il est en mode chasse. Mais il est en mode chasse 1 heure sur 24. Le reste du temps, il dort, le lion. Donc, il n'est pas du tout en mode performance tout le temps. Il va vraiment être sur de la lenteur, sur un mode robuste le reste du temps. Donc, les instants de performance, oui, il y en a, bien sûr. C'est comme chez nous, les pompiers. Les pompiers ne vont pas être en intervention tout le temps. Ils sont pas tout le temps avec leur lance-flamme. Et en même temps, quand ils sont avec leur lance-flamme, ils vont pas faire une réunion de concertation pour savoir qui c'est qui va tenir le lance-flamme. Donc, quand ils sont en intervention, ils vont être au taquet, quoi. Ils vont se dire, on va atteindre l'objectif le plus vite possible avec le moins de moyens possible. On va pas faire, voilà, une classification et une réunion de concertation. Mais par contre, le reste du temps, on va le faire. On va prendre du temps pour bien se connaître, pour développer des liens forts entre nous, on va développer un collectif solide, etc. Donc, le reste du temps, hors intervention, ils sont plutôt en mode robustesse. Et d'ailleurs, il y a un pompier qui fait partie de notre collectif qui intervient sur ce sujet de la robustesse chez les pompiers. Et donc, les instants de performance sur lesquels on zoome, c'est vraiment une petite partie de leur activité, mais c'est pas représentatif de toute leur activité. Alors, quand je vous dis tout ça, comment est-ce que ça peut nous inspirer? Parce que c'est ça l'important, en fait. Il y a des caractéristiques intéressantes. On sait que, du coup, les êtres vivants se sont développés là-dessus. Comment est-ce que ça peut nous inspirer, nous, qui n'avons pas forcément regardé les choses sous cet angle? Et bien, pour ça, je vais vous parler un petit peu du monde d'aujourd'hui. Alors, comme vous ne voyez pas forcément, je ne vais pas forcément passer je vais plutôt les mettre comme ça m'évitera de, voilà. Donc, le monde d'aujourd'hui, je vais zoomer là-dessus, donc c'est pas le moment le plus agréable, mais ça me permet juste de voir où on en est, parce que justement, on n'est pas engagé sur cette voie de la robustesse, mais on est plutôt en mode performance. Donc ça, c'est une boussole, je ne sais pas si vous voyez bien. D'un côté, il y a la robustesse et de l'autre, de la performance. Donc, on a plutôt mis le curseur dans nos sociétés actuelles du côté de la performance. Mais on est quasiment à 100% là, dans nos vies de manière générale, on a de la performance à tous les étages. Que ce soit dans nos vies perso, où on prend pas forcément le temps, on est toujours en train de courir, dans nos vies au travail, et puis dans nos sociétés modernes, on est vraiment au taquet de la performance. Et ça entraîne un burn-out généralisé. Alors, Olivier avant parle de burn-out à dessein. Parce que, en fait, on sait la cause, quoi. La cause, c'est vraiment un excès de performance. C'est pas pour critiquer parce qu'il nous faut de la performance. Mais là, l'idée, c'est de dire que le curseur, il est vraiment à 100% sur la performance. Et on ne se laisse plus aucune marge de manœuvre. Donc, ça a un impact à toutes les échelles sur les milieux naturels. Donc là, je ne vous fais pas un dessin, mais ça a été très bien dit en introduction. Les milieux naturels, je ne sais pas si tout le monde est familière avec le concept de limite planétaire. Est-ce que ça vous parle, les limites planétaires? Oui. Ouais. Du coup, on a dépassé effectivement 7 limites sur 9, d'après la communauté scientifique. Donc, on est vraiment en dépassement de ce que la Terre est en capacité d'absorber pour maintenir un environnement qui soit habitable pour l'ensemble des êtres vivants. Donc, on est vraiment, par nos modes de vie, en dépassement de ces limites-là. On a parlé de l'eau, mais en fait, c'est pareil sur d'autres ressources. Quand on parle de climat, de biodiversité, d'occupation des sols, ça fait partie des limites planétaires et bien sûr du cycle de l'eau. Ça fait partie des limites planétaires dépassées parce que du coup, par nos modes de vie, on est venu dérégler quelque chose qui était stable et qui maintenait nos conditions d'habitabilité. Donc ça, c'est les limites planétaires, les milieux naturels. Mais au niveau des humains, pareil, on a un burn-out au niveau des personnes. Quand on voit les chiffres, on est vraiment sur des chiffres assez alarmants en termes de burn-out, toutes les études le montrent. Aujourd'hui, on a de plus en plus, par exemple, les derniers chiffres en date, on a des arrêts de travail qui sont beaucoup plus longs qu'avant. Donc, des études en fait qui montrent que les personnes restent sur des arrêts de travail maladie beaucoup plus fréquemment.
Et donc, tous ces chiffres-là sont assez alarmants sur la santé des personnes. Et c'est pareil sur la santé des sociétés. Là, j'ai un chiffre qui m'a interpellée sur une étude des Petits Frères des Pauvres qui est parue en 2025 sur l'isolement des personnes âgées. Et en fait, dans cette étude, on voit que 750 000 personnes âgées sont considérées en situation de mort sociale. Donc vraiment, c'est des personnes qui ne voient plus personne en France. Et ces chiffres sont en croissance. Et en fait, on voit dans cette étude que si rien n'est fait, on dépassera le million d'ici 2030. Donc 1 million de personnes en situation de mort sociale. On voit qu'au niveau de la société, il y a un truc qui fonctionne plus, qui marche plus. Donc, des burn-out des personnes, de nos sociétés et des milieux naturels. Et tout ça parce que vraiment, on est dans un excès de performance. Alors, quand on parle d'excès de performance, c'est vraiment l'idée de dire qu'on a été dans une logique d'optimisation du monde. On optimise à toutes les échelles. Quand je dis optimiser, ça veut dire qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Finalement, on vit sur la planète comme s'il n'y avait plus que nous. On est présent, quand je dis on, c'est les humains, les êtres humains sont présents partout dans les milieux. Il y a des traces de présence humaine partout dans l'eau, partout sur Terre. Même si on est vraiment en pleine nature et très éloigné, on retrouvera des traces de présence humaine. On est présent sous Terre, on est présent autour de la Terre. Il y a 30, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, mais il y a 30 000 objets plus grand qu'un pamplemousse qui tourne en permanence autour de la planète et seulement 7% sont des satellites. C'est-à-dire que tout le reste, c'est des déchets qui tournent autour de la planète. Donc voilà, on est présent partout sur Terre, sous Terre, autour de la Terre. On est présent aussi jour et nuit. On a optimisé la nuit, le jour, la nuit, on est présent tout le temps. Et donc les autres espèces ont vraiment du mal en fait à retrouver une place. On a vraiment occuper le terrain comme si c'était notre maison, quoi. Alors aujourd'hui, donc ce burn-out, eh bien, ça nous emmène à dépasser des limites et ça nous montre que finalement, on va rentrer dans un monde de plus en plus fluctuant. En réalité, on l'a toujours été. On est dans un monde qui fluctue. Le monde n'est pas stable. Mais là, on a tellement déréglé les paramètres de stabilité qu'on va se le prendre en pleine face. On va vraiment voir que là, pour le coup, il y a des grosses fluctuations et ça va devenir de plus en plus fluctuant. Et du coup, quand on gère des projets, c'est plus du tout la même manière de gérer des projets. Je le sais, j'étais en entreprise. Quand on gère des projets, en général, on fait des prévisions, on a des stratégies, on se fixe des indicateurs parce qu'on considère qu'il y aura une forme de stabilité. Et donc, on est capable de faire des plans d'action et de décrire des choses à minima à moyen terme. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas, en fait. On va être dans une logique de valeur aberrante. Donc, ce qui va compter, c'est l'écart à la moyenne. Il va nous arriver des choses, mais on ne sera pas en capacité forcément de prévoir ce qui va arriver. Donc, si on raisonne juste en chiffres et en moyenne, si on parle par exemple de réchauffement climatique, on se dit on prend 0,5, 1, 1,3 degrés en moyenne, ça parle pas trop. Mais par contre, si on dit que les événements climatiques extrêmes, la fréquence des événements climatiques extrêmes a augmenté de 4,5%, a fait fois 4,5 entre 1950 et les années 2000, on se rend compte que c'est vraiment différent. On n'est pas dans une moyenne douce. En fait, il y a des événements extrêmes qui vont être de plus en plus fréquents et violents. Et ça, dans nos projets, ça change tout. Parce qu'en fait, c'est sur la valeur aberrante qu'il va falloir imaginer nos projets. C'est pas sur la moyenne, on s'en fiche de la moyenne au final. Et ça va nous amener à imaginer des solutions complètement différentes. Ce que j'ai dit sur la robustesse, c'est valable pour tous les systèmes et pas que les systèmes vivants. Quand on raisonne systémie et pensée systémique, en fait, tout ce que je viens de dire, c'est valable. Par exemple, prenez un avion de ligne, pour le coup, c'est des exemples que je connais. Donc, si on prend un avion de ligne, c'est un système qui a été pensé pour évoluer dans un environnement fluctuant. Donc, il y a des systèmes il y a des systèmes autonomes en fait qui sont indépendants les uns des autres pour maintenir l'avion. S'il y a un système qui tombe, il y en aura un deuxième qui est basé sur des technologies différentes, qui n'est pas connecté de la même manière avec le premier système. Si le deuxième tombe, il y en aura un troisième. Donc, l'avion de ligne, il fonctionne aussi à 50% de ses capacités. Donc, c'est des systèmes en fait qui ont été pensés à la base pour pouvoir évoluer dans des environnements fluctuants. Et donc, parce qu'on les a pensés comme ça à la base, on a pensé un système qui est plus robuste que performant. Donc, on va mettre de la redondance, on va mettre
de l'inefficacité, ou en tout cas ce qu'on appellerait l'inefficacité. On va faire fonctionner le système pas à plein, mais à 50%. Tout ça pour qu'on soit en mesure de passer des fluctuations qu'on n'aura pas forcément prévues et anticipées, mais le système sera en mesure d'être suffisamment robuste pour passer ça. Donc dans les projets, ce qui va compter, c'est vraiment l'écart à la moyenne aujourd'hui. C'est le fait que voilà, on va se prendre des chocs et on va pas forcément pouvoir les anticiper. Donc ça sera quoi l'écart à la moyenne et pas la moyenne, vraiment l'écart type. Et le fait qu'on est dans un monde qui sera, on entre dans un monde d'incertitude. On ne va pas pouvoir tout prévoir et ça c'est hyper important de l'avoir en tête dans les projets. Parce que ça change tout, on ne peut pas tout prévoir, mais on peut se préparer par contre. On peut se préparer et partir du principe qu'il y aura des chocs, qu'ils soient climatiques, environnementaux, sociétaux, sanitaires, géopolitiques. On le voit à toutes les échelles. On ne va pas pouvoir tout prévoir, mais par contre, on peut se préparer. Et pour se préparer, on peut injecter des éléments de contre-performance pour retrouver des marges de manœuvre dans nos systèmes. Alors, pour se désintoxiquer un peu de cette performance qu'on a mis vraiment comme boussole dans nos modèles, c'est intéressant de voir les limites. Alors là, je vais aller vite sur les limites parce que j'ai quand même envie de passer plus de temps sur la robustesse. Sur finalement ce que ça apporte comme limite, le fait d'être tout le temps en mode performance. Alors là, les exemples sont super évidents, donc c'est presque une tarte à la crème de le dire, mais en fait, optimiser, fragiliser. On le voit bien avec on a vu qu'il y a un détroit qui du coup est perturbé géopolitiquement parlant et du coup on ne peut plus faire passer le pétrole, on ne peut plus faire passer ce qui va nous servir à faire des engrais chimiques. Et bien du coup ce truc-là fait que voilà, il y a un endroit du monde où il y a un goulot d'étranglement pour faire passer des points de marchandises, des points de passage. C'est un système qui a été suroptimisé au niveau international, hein, le fait d'avoir des spécialités par territoire et d'avoir optimisé les flux de marchandises. On voit bien que s'il y a un problème géopolitique à un endroit, et bien tout tombe. C'est pareil en 2021 avec le canal de Suez. Il y avait un porte-conteneur qui s'était mis en travers du canal de Suez. Tout est tombé pendant des semaines. Ça a eu des impacts énormes sur les entreprises. Ils ne pouvaient plus se faire livrer. Donc vraiment le truc, on avait optimisé, suroptimisé, en se disant, voilà, ce passage-là, ça va permettre d'aller plus vite pour se faire passer les marchandises. Donc on voit bien que le fait d'optimiser, ça fragilise le système. Le fait d'être en mode performance aussi, ça nous invite à être dans une logique problème-solution. On cherche à trouver une solution le plus vite possible et du coup on est dans cette logique-là. Il y a un problème, on va trouver la solution derrière. Donc si on se dit que le problème, par exemple, c'est trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, du coup on pourrait être amené à se dire on va essayer d'enlever finalement les gaz à effet de serre de l'atmosphère. Donc usine de captage, c'est quand même des solutions qui existent et qui sont en construction. Trop de CO2 dans l'atmosphère, on va créer une usine de captage de CO2. Ok, donc pour essayer de résoudre un problème, on va en créer par ailleurs. C'est ça le problème, d'être dans la logique problème-solution. Un problème résolu, mais 10 problèmes par ailleurs générés. Pareil pour les batteries au lithium. Se dire qu'on va tout transformer et mettre des batteries au lithium partout, ça aura d'autres impacts en fait, sur les ressources, sur l'eau, sur la biodiversité, etc. Donc, se dire, il y a un problème, il y a une solution, non. Mais par contre, raisonner différemment et se dire comment, pour le CO2, comment mettre en place des conditions qui font que on va essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si on pose la question comme ça, quelles seraient les conditions à mettre en œuvre? Et bien du coup, là, ça peut faire émerger d'autres idées. On peut penser par exemple à l'agroécologie, si on raisonne comme ça. On peut se dire, tiens, par l'agroécologie, on va pouvoir replanter des aires, on va pouvoir imaginer des solutions inspirées de la nature. Et la conséquence, ça sera qu'il y aura une réduction du CO2 à la fin, mais il y aura tout un tas de bénéfices autres que le CO2. Il y aura des bénéfices pour l'eau, pour les sols, pour la biodiversité, etc. Donc, c'est vraiment de sortir de la logique problème-solution pour aller dans quelles conditions pourraient être mises en place pour que... autre limite, l'effet rebond. Par exemple, pour l'efficacité énergétique, dans les années 70, les frigos étaient hyper énergivores. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de faire des frigos plus efficaces, plus performants, plus efficaces énergétiquement parlant. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a trouvé des manières de réduire, d'améliorer l'efficacité énergétique. Mais résultat des courses, on a fait des frigos plus grands,
On a mis en place plus de frigos, on a fait des caves à vin. Donc, en fait, on a démultiplié cet outil qu'on avait créé parce que, justement, performant énergétiquement, en fait, on a démultiplié ça. Donc, si on reste dans la logique de performance, si on ne change pas ce paradigme, on peut travailler sur de l'efficacité, mais ça va avoir des effets rebonds par ailleurs. Peut-être une dernière limite, parce que j'aime bien celle-ci, la loi de Goodhart. La loi de Goodhart, ça dit, quand la mesure devient la cible, elle cesse d'être fiable. Quand une mesure devient la cible, elle cesse d'être fiable. Ça, c'est nos logiques d'être toujours dans des indicateurs, de toujours mettre en place des indicateurs. Et parfois, on ne sait même plus pourquoi on a défini ces indicateurs-là. Et parfois, on veut juste faire les choses parce qu'il y a tel indicateur. Et ça, moi, je le vois beaucoup dans l'ESS. Il y a des indicateurs qui sont mis en place. Et du coup, on nous demande ça parce que si on n'a pas ça, on n'aura pas les subventions. Et mais pourquoi vous le faites, en fait? Juste pour avoir la subvention. Mais du coup, on peut être amené à faire des choses qui n'ont plus aucun sens. Je vous donne un exemple par rapport à ces indicateurs qui est rigolo. Enfin, je sais pas si c'est rigolo, d'ailleurs, c'est même plutôt triste, mais c'était l'exemple des rats de Hanoï. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple. Début du XXe siècle, donc Indochine. Et à Hanoï, du coup, les Français ont voulu, disons, entreprendre des gros travaux d'assainissement de la ville. Et du coup, ils ont commencé à créer des galeries pour faire des réseaux souterrains pour les canalisations, pour mettre en place le tout à l'égout. Et donc, ils ont creusé tous ces réseaux et ils se sont rendus compte que finalement, en faisant ça, ils avaient créé des autoroutes à rats. Parce que du coup, les rats ont pu pulluler sous terre facilement par ces réseaux. Et donc, ils se sont dit, mince, il va falloir se débarrasser de tous ces rats. Donc, ils ont fait appel à des chasseurs vietnamiens en disant, il faut tuer tous les rats, donc on vous payera, et l'indicateur de mesure, en gros, on est payé si on ramène une queue de rat. Donc ça, c'était l'indicateur de mesure, ramener un maximum de queue de rat. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'étaient pas du tout incités à tuer les rats, parce que l'intérêt, c'était juste de ramener la queue de rat, donc ils se sont mis à couper les queues de rat. C'est horrible, hein, sans tuer les rats. Du coup, les rats ont pu continuer à se développer. Et puis, il y en a même certains qui se sont dit, c'est quand même chiant d'aller chercher les rats, on va faire des élevages. Donc, il y en a qui se sont mis à faire des élevages de rats en coupant juste les queues des rats. Donc, affreux. Donc, du coup, résultat des courses, les rats ont pullulé dans cette ville. Il y a eu beaucoup plus de rats qu'avant. Et au final, 3 ans plus tard, il y a eu la peste bubonique. Enfin, bon, bref. Donc, je vous passe les détails, mais il y a eu plein de morts et c'était une catastrophe. Donc, tout ça pour dire que c'était un indicateur qui n'était pas très, pas très incitant. Et en tout cas, tout le monde était focalisé sur cet indicateur de queue de rat et les conséquences étaient plutôt désastreuses. Donc ça peut être aussi une limite de se mettre des indicateurs dont on ne sait plus, on ne comprend plus le sens. Alors tout ça, c'est cette performance est une boussole propre aux humains, mais c'est pas du tout, comme je vous l'ai dit au début, une boussole propre aux êtres vivants. Donc comment est-ce qu'on peut juste s'inspirer des êtres vivants qui sont là depuis très très longtemps et comment on peut revenir sur en quoi dans nos projets ça peut nous inspirer de favoriser les contre-performances pour pouvoir retrouver des marges de manœuvre, comment habiter finalement ce monde fluctuant en s'inspirant de cet enseignement que nous donne le vivant, de cette robustesse du vivant. Donc une autre voie est possible, je ne reviens pas, je vous en ai parlé, une autre voie est possible, c'est vraiment le fait que la robustesse du vivant se construit à rebours de la performance. Donc là, quand je dis ça, souvent en entreprise, on voit ça comme une critique, mais c'est pas une critique de la performance, c'est plutôt cette image que j'aime bien, c'est de remettre le curseur qui penche plus du côté de la robustesse et de s'autoriser parfois à aller vers des moments de performance parce qu'on en a besoin aussi pour faire face à des fluctuations. Donc être en capacité d'avoir un curseur qui est capable de bouger, mais qui c'est pas que je sais pas ce que c'est, mais qui en mode normal est plutôt du côté de la robustesse. Ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, cette question de la santé commune, donc c'est vraiment, encore une fois, j'insiste sur robustesse, c'est s'inspirer des contre-performances pour être stable et viable, c'est cette idée de santé commune, c'est de se dire que comment nos organisations, nos entreprises, nos projets contribuent à ce concept de santé commune. C'est pas tout à fait pareil que One Health. Dans One Health, il y a le fait de... Ça s'envole, c'est pas grave. Dans One Health, il y a le fait de prendre soin de la santé des humains et de la santé des milieux naturels. Là, il y a une petite couche intermédiaire, c'est le fait de prendre soin aussi de la santé de nos sociétés.
Donc, de comment est-ce qu'on vit ensemble, comment est-ce qu'on grandit ensemble, comment est-ce qu'on apprend ensemble, comment est-ce qu'on prend soin du territoire et des gens qui habitent ce territoire. Donc voilà, ça c'est vraiment pour être viable à long terme, c'est prendre soin de cette santé commune. Et au final, en prenant soin, alors si on commence par se dire on a un vrai problème avec nos milieux naturels qui sont fragilisés et en mauvaise santé, comment est-ce qu'on se retrousse les manches pour collectivement en prendre soin? Eh ben, ça recrée aussi des dynamiques de coopération où on va se remettre à retravailler ensemble et ça participe donc à reprendre soin aussi de nos liens sociaux, d'intégrer aussi toutes les personnes dans ces dispositifs et donc ça participe aussi de la santé des sociétés. Alors, les systèmes, comment est-ce qu'on peut changer? L'image que donne Olivier, c'est l'image des étourneaux. Donc là, on voit pas les petits points, mais c'est les vols d'oiseaux. Donc ces étourneaux qui font des magnifiques mouvements dans le ciel. Et pourquoi il prend cette illustration? C'est que il n'y a pas un chef d'orchestre oiseau qui dit il faut aller par là, il faut faire ça. Il n'y a pas un chef d'orchestre. Le mouvement, il se fait, on se demande comment est-ce qu'il se coordonne à ce point-là, parce que c'est vraiment très coordonné. En fait, ce ne sont pas les oiseaux qui sont au centre du vol qui vont donner le ton, mais c'est vraiment les oiseaux qui sont à la périphérie, à la marge, qui vont être en mesure de sentir les fluctuations du monde, sentir les changements de densité, les changements, le vent, etc. Donc c'est vraiment les oiseaux à la marge qui vont donner le là, amener les autres oiseaux qui sont aveugles. Les oiseaux qui sont au cœur du système sont aveugles au monde. Et donc, c'est une belle illustration pour dire que voilà, ce qui peut se passer à la marge, eh bien, ça peut aussi montrer, c'est vraiment la forêt qui pousse, c'est comment est-ce qu'on regarde ce qui est à la marge, regarde ces initiatives qui ne sont pas mises en avant, mais qui pourtant peuvent donner le ton d'une société qui se construit sur plutôt des éléments de robustesse. Donc, le monde de la robustesse, il est déjà là. C'est les petites pousses de verre, vous ne voyez pas de loin, mais qui sont déjà là. Alors, c'est là que je voulais vous montrer, vous parler des initiatives qui existent partout dans les territoires. Je vous invite à réfléchir, là, comme ça, dans votre tête. Vous aurez à le noter après, à la fin, en sortie. À une initiative, peut-être qu'il y a une initiative qui, par rapport à ce que je vous ai dit, émerge déjà, où vous vous dites, bah, sur notre territoire, il y a tel projet qui s'appuie effectivement sur des principes de contre-performance ou qui contribuent à cette idée de santé commune. Prendre soin des personnes, prendre soin du territoire, prendre soin des milieux. Donc, si vous avez en tête, bah, gardez cette idée en tête. Je vous inviterai à la fin à la noter sur un grand papier que je vous présenterai juste après. Alors, quelques exemples d'initiatives. Je ne suis pas de votre territoire, donc je laisserai la parole à un moment donné à Léo qui parlera de quelques initiatives. Moi, je vais vous donner d'autres exemples pour vous inspirer, mais il y a déjà tout un tas d'initiatives sur votre territoire. Donc là, c'est vraiment parce que, voilà, moi, je vous donne d'autres exemples. Les premières initiatives, des projets qui viennent élargir nos marges de manœuvre. Donc, des projets qui s'appuient vraiment sur des principes de contre-performance. Merci. Des projets qui s'appuient sur les principes de sous-optimalité. Donc, par exemple, désoptimiser les paysages. Alors, je sais que vous avez plein de projets en ce sens, mais l'idée, c'est vraiment de dire comment on va essayer d'enlever, en fait, tout ce qu'on a optimisé. Donc, bah, typiquement, pendant le remembrement, on a évacué la moitié des haies sur les parcelles agricoles. Comment est-ce que on fait en sorte de remettre des haies sur les parcelles agricoles? Comment est-ce que on va faire appel, ou en tout cas s'inspirer du castor, essayer de faire revenir le castor pour recréer en fait, pour ralentir les cours d'eau. Donc, on va penser ouvrage castor, on va penser hydrologie régénérative. Je sais que Samuel Bonvoisin, qui est un voisin, est venu l'année dernière, donc qui travaille sur ces questions de ralentir l'eau, d'épuiser les cours d'eau, essayer de redonner vie en fait à tous ces cours d'eau qu'on a suroptimisés. On a considéré un cours d'eau comme une autoroute, aller d'un point A à un point B le plus vite possible. Et ben non, en fait, c'est pas du tout ça un cours d'eau. Donc comment est-ce qu'on va chercher à désoptimiser? Comment est-ce qu'on va remettre de la redondance dans les territoires? Comment est-ce qu'on va recréer un maillage de proximité avec des petits commerces un peu partout? Donc comment on va refaire ça?
plutôt que d'avoir un grand centre éloigné et un grand centre commercial, comment on va remettre plutôt du commerce de proximité dans les villages. Je cite par exemple Village Vivant, où il y a une foncière qui va vraiment accompagner des porteurs de projets partout dans les territoires pour recréer ce maillage territorial hyper important et quitte à créer de la redondance, au contraire, c'est très, très chouette. La multifonctionnalité, la diversité, l'hétérogénéité avec par exemple les Fab Labs, avoir des espaces en sommeil, avoir aussi de la lenteur avec par exemple des outils low-tech, donc des espaces où on va créer en fait, on va prendre le temps de créer ses propres outils. Je pense par exemple à l'atelier paysan qui accompagne des paysans, des paysannes pour fabriquer leurs propres outils. Donc c'est plus long, hein, on va pas acheter un truc tout fait. On va passer du temps à réfléchir à un outil qu'on va prendre le temps de fabriquer soi-même et qui sera vraiment, qui correspondra bien aux besoins et aux usages. Et surtout, on va monter en compétences, on va apprendre en faisant ça. Et donc, on va finalement enlever de la dépendance. Et ça, c'est très chouette aussi. De l'inefficacité aussi. Par exemple, les cafés associatifs. Moi, le mien, qui est je vais souvent manger dans le café associatif. Parfois, on arrive et il est fermé parce qu'il n'y avait pas assez de bénévoles. Ou c'est pas hyper efficace. C'est pas grave, on va manger ailleurs, on le sait. Et en fait, c'est un lieu qui est pas toujours très efficace. Mais pour le coup, c'est un vrai lieu de vie, il se passe toujours plein de choses super intéressantes et ça crée vraiment une dynamique solidaire et de coopération qui est vraiment très chouette sur notre territoire. Alors, il y a d'autres exemples de projets qui misent sur la coopération et la circularité robuste. J'ai pas trop parlé de ça en tant que principe de sous-optimalité, puisqu'en général, mais dans le monde de la performance, on est plutôt en mode compétition qui engendre de la violence. Dans le mode de la robustesse, on est plutôt sur une logique de coopération et de circularité. Coopération, c'est un peu différent de collaboration. Je vous donne juste la petite nuance. Quand on est en mode collaboration, on sait déjà où on veut aller. Et du coup, on va mettre des gens autour de la table pour parvenir à quelque chose. On a déjà défini, en fait, finalement, l'objectif à atteindre. Et ça, c'est la collaboration. On va aussi espérer que la somme des enjeux individuels fasse, que ce soit du gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais l'enjeu individuel, il reste quand même prioritaire. En mode coopération, on a posé une intention et l'enjeu individuel, il vient vraiment en second plan. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir défini un projet commun, mais plutôt une intention commune, et on ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre à la fin. Mais on va tous se mettre ensemble autour de la table et on va essayer de réfléchir ensemble pour avancer dans cette intention posée. On ne sait pas quelle forme ça va prendre, mais on est toutes et tous au service de cette intention posée. Quelques exemples par rapport à ça, ça fera sûrement écho avec des projets chez vous. Vers Valence, il y a un projet qui s'appelle la ferme du Grand Laval. Et donc là, eux, ils sont vraiment sur une logique de circularité et de coopération. C'est une ferme incroyable qui avant était vraiment en grande culture. C'est la reprise par une personne de la ferme de ses parents. Donc cette personne était à la LPO, donc un naturaliste, ornithologue, passionné par les animaux. Et en fait, il a repris la ferme en se disant à la LPO, je commence à voir ma limite. J'observe en fait un déclin des oiseaux et je peux pas agir dessus. Donc si je reprenais la ferme qui a été utilisée en monoculture avec beaucoup d'intrants et si je la reprenais pour faire autre chose. Et donc en 10 ans, en fait, il a complètement transformé cette ferme en polyculture élevage. Donc ils ont vraiment remis en place tout un tas de toute une hétérogénéité. Donc tout est circulaire en polyculture élevage. Tout ce qui est produit va resservir à nourrir les animaux, etc. Et puis ils se sont dit en fait on veut vraiment être dans une démarche d'hospitalité active pour le vivant sauvage, en partant du principe qu'une ferme n'est productive que parce qu'elle bénéficie de dynamiques sauvages qui lui échappent, qu'elle ne peut pas forcément maîtriser. Et donc comment est-ce qu'on fait en sorte de réactiver des dynamiques sauvages qui ont été un peu malmenées parce qu'on est dans une logique de déclin, en pleine dévalence, c'est vraiment que des grandes fermes en monoculture. Donc à cet endroit, comment est-ce qu'on peut recréer un îlot de biodiversité pour aider le vivant à recréer cette dynamique sauvage. Et donc du coup, ils ont été dans une logique d'hospitalité active et ils ont lancé une association qui s'appelle Réensauvager la ferme, avec notamment un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, que peut-être vous connaissez. Baptiste, il est très souvent sur cette ferme et il a participé à cette association Réensauvager la ferme, où l'idée c'est d'être en surabondance, de proposer vraiment tout un tas de lieux d'hospitalité pour le vivant sauvage. Donc, si on met un nichoir, on va pas mettre juste un nichoir à mésange, on va mettre
tout un tas de nichoirs à mésanges. Et puis alors, quand on va sur leur hangar, bah, c'est couvert de nichoirs pour tous les types d'oiseaux. Ils ont mis des mâts d'hospitalité pour les cigognes. Enfin, voilà, c'est surabondance de mâts et de zones d'accueil. Ils laissent plein de zones en friche, des bandes enherbées, enfin tout ce que vous voulez. Donc il y a vraiment de tout ce qu'il faut pour les vivants. Et ils se sont dit qu'ils allaient aussi faire appel à des naturalistes pour venir cartographier finalement l'abondance retrouvée d'espèces sauvages. Et donc tous les ans, il y a un grand week-end d'exploration du vivant avec des naturalistes qui viennent du Muséum national de Paris pour venir voir, compter en fait tous les taxons, toutes les espèces différentes qui sont présentes sur la ferme, et les résultats sont absolument incroyables. La ferme est très productive aussi, donc ils sont capables de se verser un salaire. Donc voilà, c'est un exemple qui est vraiment hyper inspirant. Et ils ont développé plein de connexions avec tout un tas d'autres acteurs, parce que l'idée c'est pas d'être tout seul sur sa ferme, un petit îlot de biodiversité. Donc ils ont aussi cofondé une association qui s'appelle Ferme Paysanne et Sauvage, pour justement travailler avec tout un maillage, un réseau d'acteurs de fermes qui ont envie de développer ces pratiques d'hospitalité active pour le vivant sauvage. Et donc aujourd'hui, en Drôme, Partie Ardèche et Isère, il y a tout ce réseau d'acteurs pour recréer des corridors en fait de biodiversité. Donc c'est hyper inspirant parce qu'ils organisent beaucoup de choses, des conférences, des visites de sites, ils s'inspirent mutuellement, ils vont se donner des coups de main. La ferme du Grand-Laval sont tout le temps en train de faire de la pub pour leurs collègues, confrères et consoeurs. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et ils ont développé aussi des liens avec des structures qui viennent, par exemple des associations qui viennent faire du glanage dans les fermes pour ensuite proposer des fruits et légumes à prix très très bas pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Ils ont aussi des initiatives de voir comment est-ce qu'on peut recréer une sécurité sociale de l'alimentation, etc., etc. Donc, ils sont vraiment dans cette idée de comment on coopère sur notre territoire par rapport à tout ça. Je remets un petit peu de temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, après, il y a plein d'autres initiatives sur la coopération, les écoles du dehors, les listes participatives, les démarches. Il y a une démarche, exemple, dont je voulais vous parler aussi, un collègue à moi qui anime ce qu'on appelle des concertations des vivants. Donc, par rapport à un projet de territoire, de se dire comment est-ce qu'on arrive à décaler notre regard et faire en sorte d'intégrer aussi dans notre projet le regard des autres espèces. Donc, du coup, il propose des ateliers de concertation du vivant en lien avec une problématique territoriale. Et donc là, c'est vraiment une démarche d'une demi-journée où les personnes vont devenir des représentants des autres espèces. Mais c'est tout un déroulé où elles vont vraiment se mettre dans la peau et ressentir par le corps en fait le fait de qu'est-ce que ça fait que de regarder ce projet à travers les yeux ou le regard ou la vie d'un lézard, etc. Et du coup c'est hyper intéressant parce que ça fait émerger des choses qui n'auraient pas du tout émergé si on n'avait pas fait cette démarche d'intégrer réellement les autres vivants dans les décisions ou en tout cas dans les réflexions. D'autres démarches, puisque en fait, je vous disais aussi que les solutions émergent différemment si on considère que le monde est fluctuant. Donc ça veut dire qu'il faut partir à la base de ce fait-là. Et donc je voulais vous donner aussi une initiative d'idées, de projets qui travaillent vraiment sur le fait qu'on est dans un monde fluctuant et donc il faut construire avec les fluctuations. Pas toujours être en lutte contre, mais de se dire, voilà, c'est comme ça, le monde est fluctuant, ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire pour atténuer, etc. Mais on part du principe que le monde est fluctuant, et donc qu'est-ce qui ressort de ça? Eh ben, un exemple, c'est une méthode qui s'appelle TELED. Donc TELED, c'est un ingénieur spécialiste dans l'énergie, Arnaud Créteau, qui a monté cette méthode qui amène les entreprises ou les organisations à repenser leur fonctionnement en partant du principe que les ressources vont être limitées et l'accès à l'énergie et aux ressources va être variable et fluctuant. Et il en est arrivé là parce que il a décidé de monter une boulangerie solaire. Alors bon, là c'est pas hyper innovant, enfin un peu quand même, mais l'innovation c'est qu'il a voulu monter sa boulangerie solaire en Normandie. Donc ça c'est plutôt innovant parce que du coup il n'y a pas toujours du soleil. Donc, il s'est dit, OK, donc là, je pars du principe que j'aurai pas toujours accès, donc j'aurai un accès variable à cette énergie pour ma boulangerie. Et donc, comment est-ce que je peux repenser complètement mon activité, étant basée en Normandie, sur ça, sur cette fluctuation de l'énergie?
Et donc, on est revenu à détricoter le pourquoi du comment, est-ce que on faisait du pain, pourquoi, etc. Et donc, il a repensé complètement son pain. Évidemment, il a fait un pain qui dure pendant une semaine. Il le cuit que quand il y a du soleil, etc. Il s'appuie pas que sur son four solaire. Il s'appuie aussi sur son four à bois quand vraiment il n'y a pas de soleil. Mais il a au moins 50% de sa production qui est fait avec son four solaire. Et donc, il en a été amené à développer des activités complémentaires, comme de la torréfaction de graines, pour utiliser un peu plus son système. Et puis, il a développé des liens plus forts avec des partenaires locaux. En gros, il a repensé toute son activité de boulangerie en partant de ce constat-là. Et ça a créé, en fait, une activité de boulangerie vraiment très différente de ce qui existe sur son territoire. Et aujourd'hui, il accompagne d'autres structures qui n'ont rien à voir avec la boulangerie, dans le fait d'intégrer dans leur organisation le fait même que l'énergie, ce ne sera pas toujours hyper abondant comme ça. On aura un accès aléatoire aux ressources, à l'énergie, et comment on imagine des organisations qui se conçoivent sur cette base même. D'autres exemples de projets, je ne sais pas combien il me reste de temps, parce que je suis très bavarde. C'est bon? Il faudra me faire un grand signe, ce sera plus bon. D'autres projets qui partagent les savoirs et les ressources. Donc là, hyper important aussi dans une logique de robustesse, il se dit que on ne garde pas les savoirs et les ressources pour soi, mais on est dans une logique de partage. Alors, je peux vous donner l'exemple de notre collectif, larobustesse.org. L'intention de ce collectif, c'est de parler de robustesse, bien sûr, mais ensuite de ne pas rester au stade de conférence. Donc, on a mis plein d'ateliers, on teste plein de choses. Et en fait, tout ce qu'on développe, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on teste, on le partage sur le site avec nos collègues de la robustesse, mais aussi avec vous, si vous avez envie d'aller voir sur le site larobustesse.org. Tout ce qu'on fait, c'est mis en Creative Commons, donc partagé, partageable, pour que tout le monde puisse réutiliser les contenus, les supports, vous pouvez tout télécharger. L'idée, c'est que ça soit pas juste quelques personnes qui s'approprient des choses, mais que ça bénéficie en fait à d'autres structures et que vous puissiez vous-même réutiliser ça pour des initiatives sur vos territoires. Donc voilà, ça c'est une forme de robustesse de se dire, face aux enjeux qui sont face à nous, comment est-ce qu'on imagine ce qu'on fait, comment est-ce que ce qu'on fait, ça va pouvoir bénéficier à d'autres entreprises ou à d'autres territoires. Un exemple, c'est les appels à projets. Donc je dis parce qu'il y a plein d'élus, donc quand on lance des appels à projets, souvent il y a quelqu'un qui va gagner l'appel à projet, on va faire tout un tas de choses, on va avancer, mais ça ne sera pas forcément partagé par d'autres. Là, il y a des collectifs ou des structures qui lancent des appels à commun. J'ai l'exemple du département du Gard qui a lancé un premier appel à commun. Et donc, c'est dans la même idée, c'est d'avancer sur des projets, mais à travers un appel à commun. Donc, ce qui est favorisé, c'est vraiment le fait de travailler en coopération et de produire des contenus qui soient ensuite rendus publics, mis à disposition et qui puissent servir à d'autres départements, d'autres territoires, parce qu'en fait, on partage les mêmes enjeux. Peut-être que dans la forme, dans les solutions, ça sera différent, mais on est face aux mêmes enjeux. On a, les enjeux environnementaux, les enjeux de la santé de manière générale, on les partage toutes et tous. Donc c'est hyper intéressant d'aller voir ce qui se passe sur notre territoire et ensuite de se les approprier pour en faire autre chose. Mais voilà, donc l'idée de l'appel à commun versus appel à projet, hyper important dans le monde actuel, de dire comment est-ce que on peut faire bénéficier à tous de ce qu'on fait. Là-dedans aussi, dans le fait de partager, il y a tout ce qui est l'économie de la fonctionnalité, de l'usage. À Lyon, il y a par exemple une structure qui s'est montée qui s'appelle les biens communs, où en fait, plutôt que d'acheter des objets, on va pouvoir les louer à des prix modiques. Donc, en plus de ça, on a accès à des objets qui sont hyper qualitatifs, parce que si on a une perceuse, en général, en moyenne, une perceuse, c'est utilisé 12 minutes sur toute la durée de vie de la perceuse. Donc là, si c'est utilisé tout le temps, évidemment que c'est pas une perceuse bas de gamme premier prix, donc c'est des perceuses qui sont super robustes pour le coup, qui vont être utilisées par tout un tas de personnes, et par contre pour un prix modique, puisque c'est quelques euros pour pouvoir bénéficier de la perceuse. Donc ça, c'est les biens communs, c'est de se dire comment est-ce qu'on partage des ressources. C'est pas la peine d'avoir toutes et tous sa perceuse, mais comment on partage des ressources de qualité rendues accessibles à des prix modiques. Voilà, il y a tout ce qui est Fab Lab, j'en ai parlé, les bibliothèques d'objets, les ressourceries. Vous avez tous ces projets-là sur le territoire. Elio, qui est là, me disait, des ressourceries mobiles. Enfin, voilà, tous ces projets-là permettent effectivement de partager des ressources, des contenus, etc. Les initiatives citoyennes, les jardins partagés.
J'ai entendu qu'il y avait un projet de jardin partagé accompagné par une structure qui s'appelle le parc. Tous ces sujets-là aussi, c'est comment est-ce qu'on partage des lieux, aussi des espaces, et comment est-ce qu'on apprend ensemble, comment est-ce qu'on grandit ensemble pour développer des compétences. Voilà, tout le reste, je vous l'ai cité. D'autres projets, d'autres exemples de projets qui prennent soin de la santé commune, donc cette fameuse idée de santé des milieux, des sociétés et des personnes. Alors là-dedans, on peut parler par exemple des structures d'insertion, de toutes les structures qui favorisent le lien social, tous les gens qui sont mis à la marge de la société. Comment est-ce qu'on fait en sorte de développer des projets justement pour participer à une forme de robustesse au niveau du territoire? Comment est-ce qu'on n'avance pas tout seul et comment est-ce qu'on englobe en fait toutes les personnes qui font partie vraiment du territoire? Un autre exemple que j'aime bien, c'est les petites cantines. Je ne sais pas si vous connaissez les petites cantines. Est-ce que quelqu'un connaît les petites cantines? Pas beaucoup. Ok, d'accord. Donc les petites cantines, c'est une structure qui a été montée au départ à Lyon, mais là il y en a un petit peu partout dans les grandes villes. C'est plutôt dans les villes importantes. Et en fait, les petites cantines, c'est vraiment des cantines de quartier où les personnes qui le souhaitent peuvent venir cuisiner ensemble le matin, préparer un repas, et puis ensuite partager ce repas à midi, mais on n'est pas obligé de cuisiner. On peut aussi venir juste pour le repas, et on va payer son repas en participation libre et consciente. Consciente dans le sens où on va nous indiquer la structure de coût. On va nous dire, voilà, pour les petites cantines, ce repas, il a nécessité tant et tant, et du coup, les personnes en conscience savent ce qu'un repas coûte, et elles peuvent, selon leurs moyens, payer en fait leur repas. Donc ces structures-là, au départ, c'est une personne qui s'appelle Diane Dupré-Latour qui a lancé la première petite cantine. Et en fait, elle s'est dit, elle a eu un épisode dans sa vie qui a fait qu'elle s'est retrouvée seule. Elle a perdu son conjoint et ça a été compliqué pour elle. Et ce qui l'a aidée, c'est que des personnes, des voisins, lui mettaient des repas devant sa porte. Et voilà, une forme de lien social, en fait, de solidarité qui s'est mis en place à ce moment-là. Et elle s'est dit, mais est-ce que on doit être plein dans ce contexte-là, de se sentir seul à un moment donné de sa vie? Comment est-ce que je peux recréer des structures qui créent, en fait, de la solidarité, du lien social? Et donc, elle a travaillé sur, elle s'est un peu renseignée, elle voulait monter un restaurant, et puis en fait, en discutant avec les gens, elle s'est dit, je vais monter ce concept-là où on va finalement, par la cuisine, tisser des liens ensemble. Donc, elle a monté les petites cantines, et ça a essaimé. Et en fait, ce qui est intéressant avec le concept des petites cantines, c'est que ils se sont fixés un maximum de petites cantines. Ils ont analysé que partout en France, le besoin en petites cantines dans les grandes villes, il était de 500 petites cantines partout en France. En gros, si on voulait couvrir les besoins, il aurait besoin de 500 petites cantines. Et ils se sont dit, en fait, on va se limiter à 50. Aujourd'hui, il y en a à peu près 25. On va se limiter à 50 parce que on ne veut pas qu'il y ait des petites cantines à tous les coins de rue. On veut laisser la place à d'autres structures qui seraient peut-être inspirées un peu des petites cantines, mais qui n'auraient pas ce nom-là, qui prendraient d'autres formes. On ne veut pas reproduire un modèle si c'est pas forcément le besoin exact de ce territoire. Donc du coup, ils accompagnent des structures ou des porteurs de projets qui auraient cette idée de monter un truc qui ressemblerait à une petite cantine, mais sous un format différent, pour justement laisser la place à une forme d'hétérogénéité dans les propositions qui sont faites et l'émergence en fait aussi de porteurs de projets qui auraient d'autres idées, même inspirées des petites cantines. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et dernier exemple sur ce type de projet qui prennent la santé commune comme boussole, il y a l'entreprise Mustela. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. Ils font des produits de soins pour les bébés, Mustela, des lotions, des crèmes, etc. Et c'est une entreprise, en fait, qui a décidé de suivre un parcours de CEC. Donc la CEC, c'est la Convention des entreprises pour le climat. Et en fait, ces entreprises qui suivent des parcours CEC se prennent conscience, c'est vraiment plusieurs journées avec des dirigeants qui vont prendre conscience justement des enjeux socio-écologiques actuels, jusqu'à revoir leur feuille de route, revoir leur modèle d'affaires, pour pouvoir intégrer vraiment ces enjeux-là dans leur stratégie. Et du coup, cette entreprise-là, dans le cadre de son parcours, dans le cadre de la CEC,
a revu un petit peu tous ces produits et services actuels et s'est dit, bah voilà, pour chaque ligne de produit, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir transformer, changer, faire évoluer pour que mon produit respecte finalement les limites planétaires, ne vienne pas impacter les limites planétaires. Et pour un des produits, un produit phare de l'entreprise, les lingettes jetables. Vous savez, ces petites lingettes là qu'on sort du papier en plastique là, pour nettoyer son bébé, puis après on jette à la poubelle. Ce produit-là, qui représente 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise, pour ce produit-là, ils se sont dit, bah, en fait, là, on a beau réfléchir à toutes les solutions, on n'arrivera jamais à rendre ce produit compatible avec les enjeux actuels. Ça ne marchera pas. En fait, le fait de prendre une lingette, de la jeter, on ne pourra pas le rendre compatible. Et donc, on va devoir renoncer à ce produit. Alors évidemment, comme c'est 20% du chiffre d'affaires, renoncer à ce produit, on ne peut pas le faire du jour au lendemain, mais on peut se dire, bah voilà, dans 5 ans, ce produit-là, on le sort, même si c'est un produit, c'est le produit phare, c'est-à-dire c'est le produit le plus demandé de l'entreprise. Donc c'est quand même, voilà. Donc la question du renoncement, à quoi est-ce que on décide collectivement de renoncer parce qu'en fait c'est impactant et on sait bien qu'à long terme, à un moment donné, ça marchera plus. Eh bien, plutôt que d'attendre d'être au pied du mur, on se dit, bah voilà, c'est un produit qui marche super bien, il y a une forte demande. On décide quand même d'annoncer que dans 5 ans, il sera plus là. Et donc, toutes les personnes qui travaillent sur ce produit, on va essayer d'utiliser ces ressources-là pour voir qu'est-ce qu'on peut inventer d'autre, comment est-ce qu'on pourrait repenser finalement nos métiers pour contribuer vraiment à la santé des personnes, des milieux, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant comme démarche de dire à quoi est-ce que on renonce en conscience parce que on considère que c'est pas ok, c'est plus ok en fait. Dernier exemple, des initiatives qui agissent à l'échelle des territoires. Je vais en donner un, puis après je laisserai la parole à Lélio pour un exemple plus d'ici. Mais un exemple territoire Pays d'Uzès. C'est un territoire en fait dont j'ai entendu parler parce que j'ai lancé le podcast La Robustesse et donc dans ce cadre-là j'ai interviewé une personne du collectif qui fait partie de ce territoire Pays d'Uzès et qui m'a parlé de son initiative, donc elle s'appelle Marie-Hélène Pillot et donc elle m'a raconté que sur son territoire, donc sud de la France, autour d'Uzès, il y a vraiment dans les années 2000, il y a eu tout un tas de structures qui se sont lancées pour répondre à tous ces enjeux autour de la dégradation des milieux et puis des enjeux sociétaux. Tout un tas d'initiatives qui sont lancées et régulièrement ces initiatives se réunissaient autour de journées de la transition, fêtes des possibles, enfin voilà, des journées ponctuelles autour de ces sujets. Et puis finalement, après la journée, chacun retourne dans ses pénates et s'occupe de ces enjeux. Et c'est très chouette, mais il n'y avait pas de coopération plus que ça entre ces différentes structures. Et donc ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on pourrait finalement, même si on a des approches très différentes, pas du tout finalement les mêmes domaines d'intervention, comment est-ce qu'on pourrait créer plus de liens entre nos structures parce qu'on agit toutes et tous pour répondre à des enjeux socio-écologiques. Et donc, ils ont créé un projet qui s'appelle Territoire d'expérimentation, qui a duré 3-4 ans. Et donc, en gros, les fondateurs un petit peu de ce projet, c'était Colibri, Terre de Liens, ATD Carbone, etc. Et ils ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt au niveau national pour justement essayer de monter un projet en coopération. C'était vraiment ça l'intention, c'est comment est-ce qu'on fait coopérer des structures différentes sur un territoire. Et donc, ils ont travaillé, donc déjà, ils ont réfléchi aux sujets sur lesquels ils allaient travailler ensemble. Et ce qui mobilisait le plus d'intérêt sur leur territoire, c'était vraiment la question de la souveraineté alimentaire. C'est au moment du Covid. Et en fait, à cet endroit-là, ils ont vraiment vu qu'ils étaient très dépendants d'autres territoires et qu'il n'y avait plus aucune souveraineté alimentaire sur ce territoire et que par ailleurs, leurs pratiques agricoles étaient très impactantes pour les milieux. Donc, ils se sont dit, on va vraiment travailler sur cette question de la souveraineté alimentaire. Et du coup, ils ont monté une assemblée citoyenne multi-acteurs, donc avec des personnes, des paysans, des paysannes, en poste, pas en poste, en création, etc. Mais avec aussi des habitants, des habitantes, des gens tirés au hasard, des élus aussi, et des gens tirés au sort, en fait, tirés au sort, oui, sur cadastre. Donc avec du porte-à-porte avec des élus, ils sont vraiment allés chercher des gens pour essayer d'avoir une diversité de population dans cette assemblée citoyenne.
Et du coup, ils ont travaillé comme ça sur des projets qu'ils ont lancés, qui ont vraiment été issus de cette assemblée citoyenne. Et fin 2023, les fonds se sont arrêtés par rapport à ça. Et ils ont décidé de continuer quand même, parce que les personnes qui faisaient partie de cette assemblée citoyenne se sont dit, mais ça fait, après tout ce temps de travailler ensemble, ça serait trop dommage d'arrêter, parce qu'on n'a plus les subventions, les fonds, etc. Donc ils ont décidé de continuer, de monter une association, de définir une charte de travail avec des valeurs, une gouvernance spécifique. Et en fait, seulement après ça, après des mois et des mois de travail sans fonds, ils se sont dit, maintenant, on a une structuration et on va essayer d'aller voir si on peut trouver de l'argent par rapport à ça pour continuer à nous soutenir. Mais vraiment, ils ont une démarche qui est aujourd'hui très ancrée. Et elle me disait que, voilà, aujourd'hui, ils ne reviendraient pas en arrière. Et toutes ces structures sont maintenant vraiment habituées à travailler ensemble pour différents sujets qui englobent tout un tas de choses. Quand on commence par la souveraineté alimentaire, forcément, on vient toucher à la mobilité, à d'autres enjeux, aux enjeux de biodiversité, d'eau, etc. Donc, voilà pour cet exemple. Mais du coup, je vais laisser quand même la parole à Lélio parce que il y a aussi d'autres. Voilà, si tu veux bien. Parce que Lélio, il fait deux trucs. Du coup, il prend les notes et en même temps, je lui demande de parler. C'est pas hyper simple. Il y aura un gros blanc sur son affiche pendant qu'il parle. Merci beaucoup. Vous verrez terminer mes petits dessins après pendant le cocktail. Et du coup, on a plein de choses qui se passent ici aussi sur le territoire. Ça vaut la peine quand même de rappeler à quel point le travail des différents EHPAD et syndicats de bassin versant, c'est de la robustesse. Hein, dans l'antilo, on la stocke, on la filtre. Mais il y a plein d'autres choses aussi sur le territoire. Je vais donner 2-3 exemples. D'abord, la CEC dont on a parlé, il y a un collectif d'entreprises qui a fait des parcours, à peu près une 60aine, un peu plus, à l'échelle de la région. Et du coup, ça parle quand même aux dirigeants de PME, des chocs, le fait que la moyenne est foncée à fond sur l'autoroute, ça marche plus trop. On n'est plus sur l'autoroute aujourd'hui. Il n'y arrête pas d'avoir des chocs, des travaux. Et quand on sort sur les petites routes de campagne, si on a seulement une Ferrari, on est bloqué. On peut même plus avancer. Et du coup, de manière assez concrète, il y a par exemple le domaniste, le bailleur social du département, qui a fait le parcours et qui participe à différents types de coopérations et puis qui met en place un tas de choses. Ils ont fait des bibliothèques d'objets dans des résidences étudiantes, justement, typiquement des choses dont on a déjà parlé. Sur une friche à Tonnerre, ils ont coopéré avec la pépinière et un industriel local et tout un écosystème d'acteurs pour replanter une forêt nourricière en lien avec les habitants. On diminue les charges d'entretien, on a un petit peu de petits fruits à manger, on a de l'ombre, on infiltre mieux l'eau, on lutte contre les pics de chaleur pendant l'hiver, et puis en plus c'est plus joli. Et du coup, un peu plus loin de l'autre côté de la région, on a un collectif d'industriels qui s'est regroupé autour d'un dispositif qui s'appelle Territoire d'industrie, et puis ils ont fait des petits projets autour de l'attractivité, de la visibilité. Ils ont travaillé leur confiance, et aujourd'hui ils sont partis pour un long cycle autour de l'eau parce qu'ils sont sur un bassin karstique comme chez nous. Ça veut dire que l'eau elle monte vite, et puis elle s'assèche vite, et du coup ils se rendent compte à quel point justement on sort de la moyenne et que des événements extrêmes risquent de venir les impacter rapidement. Donc, en tout cas, dans un futur proche, c'est qu'il faut commencer à y réfléchir collectivement, collectivités, entreprises et autres acteurs. Dans les exemples qu'on a aussi sur le territoire, on a la régie de territoire du Tonnerrois, c'est une association en gouvernance partagée. On a des citoyens, on a des acteurs du territoire, des entreprises, des associations. On a des collectivités qui se mettent autour de la table et qui se disent qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire chacun de notre côté tout seul, et du coup qui essayent de développer des activités autour de ça. Et du coup on commence avec des choses plus classiques, de l'insertion sur des métiers plus classiques, et puis une fois que le terreau est là, on s'attaque à des problèmes un peu plus systémiques, on va dire. Du coup là il y a une épicerie sociale et solidaire itinérante qui s'est lancée il y a 15 jours, et il y a des légumes d'un couple de maraîchers bio qui sont disponibles, dont je crois avoir les parents dans la salle, voilà, la place. On va avoir aussi un jardin partagé, participatif et nourricier en lien. On a une ressourcerie bénévole qui fonctionne depuis 2 ans. Du coup, il y a quand même de l'envie. Hein. Il y a des gens qui prennent du temps parce que, en fait, du sens, du lien social. L'idée, c'est qu'il y ait aussi du salarié qui soit créé, qu'elle se développe.
Et puis, il y a le Jovinien, où il y a un collectif d'acteurs qui s'est regroupé, qui se met en lien avec la mairie, qui fait tout un tas d'initiatives, racheter des vergers en bordure de ville et les entretenir collectivement, un fournisseur d'accès alternatif et coopératif, un lieu touristique avec une grande forêt de 40 hectares qui essaye de tout aligner justement selon ces principes-là, et puis un tiers-lieu qui essaye de vivre le monde du futur en mode de fonctionnement coopératif, sobre et compagnie. Et puis un peu plus loin, du côté de la Puce des Forterres, on a un tiers-lieu qui a aussi une ressourcerie qui s'est mis en lien avec l'UNCPI, le CPIE Yonne-Lièvre, qui a un stand ici, et puis avec le parc, qui est un espèce de jardin laboratoire participatif qui accompagne les autres projets, dont celui de Tonnerre. Et ils ont décidé de répondre à un appel à projet ensemble pour avoir le temps de coopérer. Je pourrais continuer encore pendant un bon moment, mais on va laisser la place aux questions et aux réactions. Merci beaucoup, Elio. Je vais juste finir avec quelques ingrédients. Du coup, autour de la robustesse, vraiment partir avec ça en tête. J'ai insisté, donc j'y reviens pas, mais vraiment explorer dans vos projets, dans vos initiatives, tous ces principes de contre-performance. Il y a toutes les ressources sur le site, mais vraiment de se dire comment est-ce que... moi, j'ai animé un atelier pour Agribiodrome, donc la fédération autour de la Frabora, en fait, la Fédération régionale de l'agriculture bio. Et en fait, on a fait un atelier pour explorer chacune de ces contre-performances et voir comment est-ce que, si on les injectait dans les projets, qu'est-ce que ça viendrait faire. Donc ça, c'est intéressant de se dire comment est-ce que on les prend pour boussole, pour voir ce que ça peut faire dans nos projets. Valoriser le chemin, c'est vraiment un chemin là pour aller sur cette idée de robustesse. Et on ne sait pas forcément. Donc c'est aussi changer sa posture. C'est avoir une posture on ne sait pas toujours, mais de dire plutôt que d'être dans le je veux, je sais ce qu'il faut faire, mais de se dire je sais pas forcément, mais j'ai envie en tout cas, j'ai envie d'aller. Et ça ouvre vraiment d'être dans cette posture un peu basse, de dire je sais pas forcément trop comment faire, mais j'ai envie d'aller vers ça, j'ai envie d'aller vers cette boussole de la santé commune. Et du coup, ça fédère autour de soi et ça permet de travailler en coopération avec d'autres acteurs. Questionner la question, ça va vraiment passer plus de temps sur la question que la réponse. Est-ce que la question que vous vous posez, c'est la bonne question? On a tendance à tout de suite partir d'une question et tout de suite aller sur la réponse, mais est-ce que déjà la question qu'on se pose, c'est la bonne question, quoi? Donc c'est Einstein qui disait si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à juste me questionner sur le problème. Donc c'est vraiment ça, se questionner sur le problème à résoudre. Et d'ailleurs, peut-être essayer de chercher à éliminer le problème plutôt qu'à le résoudre. Parce que quand c'est l'exemple d'une personne qui a faim et on va lui donner des poissons, ou est-ce qu'on va lui apprendre à pêcher? Voilà. Si on lui donne des poissons, on va résoudre le problème, mais il sera toujours là. Si on lui apprend à pêcher, il y aura plus du tout de problème, en fait. Donc c'est vraiment ça. C'est de se dire, c'est quoi le problème? C'est quoi la question qu'on se pose? Expérimenter la coopération. Je vous ai un peu donné la différence avec collaboration, coopération, mais c'est vraiment, on peut pas tout résoudre. Pour le coup, je suis souvent en entreprise et à chaque fois, les entreprises essayent de trouver des réponses, des solutions en interne de l'entreprise. Mais en fait, on peut pas tout résoudre au sein d'une structure. Donc l'approche territoriale de se dire, quel est l'écosystème d'acteurs sur ce territoire, avec qui est-ce que je peux travailler en coopération, peut-être avec des profils complètement différents, ça c'est hyper riche. Donc vraiment explorer cette question de la coopération. Et parmi les prochains pas, il y a plein de pas possibles. Il y a le fait d'identifier déjà, commencer par là, identifier et soutenir ce qui est déjà là, robuste sur le territoire, et vraiment soutenir ces initiatives, parce que c'est souvent des initiatives à la marge. Et on le voit bien dans les initiatives à la marge, il y a la question du financement qui est hyper importante, parce qu'on est à rebours du modèle actuel qui va privilégier d'autres choses. Donc, c'est identifier ces projets à la marge et les soutenir, les valoriser. Et donc, c'est pour ça que je vous invite, en sortie de conférence, si vous avez des idées de projets en tête, on avait envie aussi de collecter tout ce qui existe déjà sur ce territoire et de le mettre sur des post-it sur une grande fresque. Donc là, vous allez voir, il y a un grand dessin, en fait. Alors, c'est pas un dessin qui représente rien, c'est un dessin qui s'appelle la fresque de la Renaissance écologique. C'est inspiré d'une peinture du XIVe siècle, une peinture qui existe, qui est toujours présente au Palazzo Pubblico à Sienne. Donc au XIVe siècle, ça avait été fait parce qu'il y avait des tensions en fait
entre des familles qui devenaient très riches et des gens qui avaient moins d'argent. Et du coup, à l'époque, c'était courant de demander à des peintres, c'était un peu les affiches publicitaires de l'époque, hein, on demandait à un peintre de faire un tableau. Et donc là, ce peintre, Lorenzetti, a fait plusieurs fresques, dont une qui représente les effets d'un bon gouvernement. Donc, en gros, dit à la sauce d'aujourd'hui, c'est un territoire qui aurait réussi sa transition, où on vivrait bien et en bonne santé. Ça ressemblerait à quoi? Et du coup, ça a été, finalement, la peinture d'origine a été remise au goût du jour sur un dessin en noir et blanc. Et c'est utilisé dans des ateliers pour pouvoir faire émerger des solutions et des idées. Donc, vous verrez que sur la partie du dessin, il y a une partie plutôt urbaine et une autre partie plutôt rurale, avec entre les deux ce qui pourrait représenter une membrane poreuse. Il y a des échanges de flux. Et donc, si vous avez des idées, vous pouvez les mettre à l'endroit qui vous parle sur la fresque ou en regardant la fresque. Peut-être que ça va vous donner des idées d'initiatives finalement sur votre territoire qui viendraient illustrer ce dessin. Et je finirai juste en faisant une dernière chose. Hop. Voilà. Alors, tout ça pour dire que ce n'était pas du tout robuste, cette structure, au-delà du fait qu'on a mis beaucoup de scotch pour que ça tienne. Parce que ça ne tenait qu'à un fil. Et en fait, la robustesse, c'est pas ça. C'est pas un truc qui tient entre deux points d'accroche, qui tient à un fil. L'idée, c'est vraiment d'être plutôt dans une logique de toile d'araignée, de travailler ensemble, de se serrer les coudes, de travailler en coopération. Et donc, c'est pas juste, voilà, d'être en lien avec une structure, mais c'est vraiment de mailler le plus possible, d'être hétérogène dans ces coopérations. Et donc voilà, c'était une illustration pour dire que ça, le fil d'un point à un point B, c'était pas un fil très robuste. Merci beaucoup pour votre écoute et bon cocktail. Non, qu'est-ce qu'il y a pas de questions, je sais pas. Est-ce qu'on a un petit temps pour les questions? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, je serai au cocktail aussi. Hein, mais si vous avez des questions, avec plaisir. Oui, il y a une question. C'est une question liée aux emballages, c'est ça? Photographie un petit peu au bord d'Armançon des oiseaux, des animaux divers. J'ai remarqué, comme chance d'autres aussi, que les déchets sont extrêmement importants. Évidemment, le plastique revient de façon récurrente. Il étouffe énormément nombre de poissons et d'autres animaux, comme on sait. Et on trouve encore, et peut-être plus encore qu'auparavant, un nombre d'emballages très difficilement recyclables, en grande partie à base de plastique, qui sont utilisés de façon, par le consommateur de façon très inconsciente. Quand on regarde des caddies, quand on va au supermarché, on est affolé. Bon, enfin, bref. Tout cela pour poser cette question, est-ce que à travers les projets divers qui peuvent être aussi d'ailleurs de façon coopérative, générer d'autres initiatives voisines ou complémentaires, est-ce que ceci peut être intégré dans ce type de projet? Alors, du coup, la question, c'est est-ce que la question des emballages, oui, voilà, elle peut faire partie de ces types de projets? Oui, clairement. En fait, alors dans le vivant, il y a plein de déchets, mais c'est pas du déchet. En fait, ça va toujours avoir une fonction, ça va toujours être utile. Et donc si on s'intéresse juste aux êtres vivants, en fait, il n'y a pas de production de quelque chose qui ne pourra pas être ensuite réutilisé. Nous, clairement, d'ailleurs, c'est une des limites planétaires dépassées, hein, c'est la question de la pollution. En fait, le système Terre n'est plus en capacité de digérer le surplus de polluants qu'on lui amène. Donc, du coup, on parle des emballages, mais ça peut être toutes les matières, même invisibles. Hein, on parle des PFAS, du cadmium, etc. Enfin, tout ce qu'on lui injecte, on ne peut plus le digérer. Donc oui, c'est une question fondamentale de dire comment est-ce qu'on peut... alors, Olivier est un peu... quand il parle, par exemple, de décarbonation, lui dit qu'il faut recarboner l'économie. Alors, je vous explique. Ce qu'il dit, c'est
c'est que en fait, le carbone, c'est vraiment la molécule source de la vie, et donc il faut plutôt créer des choses qui sont à la base avec des molécules de carbone. C'est dans ce sens-là. Donc, la question des emballages, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut créer finalement, faut-il déjà un emballage? Il y a se questionner, faut-il ça? Donc il y a la question du vrac, il y a la question d'autre chose. Donc la question vraiment se pose de l'emballage. Et s'il y a un emballage à partir de molécules biosourcées. Donc clairement, oui, c'est de se dire que tout ce qu'on va produire, ça va derrière pouvoir servir, mais ça va pas être une pollution en plus. Donc faut-il cet emballage? Et si oui, à partir de molécules biosourcées, ouais, qui vont pouvoir être remises en circuit, mais pas remises en circuit par des molécules toxiques. Enfin, c'est vraiment remises en circuit pour retourner à la terre, quoi. Mise dans le système Terre, quoi. Donc oui, clairement, c'est des... Alors moi, les emballages, pour le coup, mon papa est dans les emballages, donc je connais bien le sujet des emballages, hyper polluants. Mais oui, clairement, j'aurais adoré pouvoir parler de ces sujets dans l'entreprise de mon papa sur les emballages, à l'époque. Nous, on était fans de tous les emballages. Hein, on était des rouleaux de papier à lui, on les avait gratuits, donc on en mettait partout, quoi. Mais voilà. Clairement, merci pour la question. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde a faim. On peut discuter au cocktail. Bonsoir. Donc, moi, j'avais une question, en fait, sur la robustesse aussi de ce qu'on peut utiliser comme objet du quotidien, figurez-vous. Parce qu'en fait, on est quand même dans une société de consommation, de gâchis effréné. Il faut qu'on ait le dernier téléphone, la dernière voiture, le dernier ordi, le dernier je ne sais quoi. Enfin, voilà. Et en fait, bon, alors après, c'est pas exactement ce dont vous parliez, parce que vous, c'est plus un système économique d'entreprise, voilà, une entreprise qui doit viser cette robustesse. Mais moi, je rebondis sur ces objets aussi, pour parler de robustesse. Ça serait quand même beaucoup moins un désastre écologique si on concevait et si les gens faisaient plus réparer leurs automobiles, etc. Mais s'il y avait tout un système qui permettait ça. Alors, je sais bien que c'est pas exactement le sujet, c'est un peu un rebond, mais ça le rejoint quand même. C'est complètement le sujet. Le sujet de la réparabilité, de monter en autonomie aussi, parce que les téléphones, aujourd'hui, personne ne sait réparer son téléphone. Mais en fait, il y a des téléphones. Donc, il y a par exemple, le Fairphone, c'est un téléphone. Hein, je sais pas si vous connaissez le Fairphone. C'est un téléphone qui a été conçu pour être alors c'est quand même impactant, c'est un smartphone, mais ça a été conçu pour être réparable. On peut changer juste la petite pièce qui va pas. Donc, on peut le renvoyer à Fairphone et ils vont vous remettre le même téléphone, mais ils vont juste changer la petite pièce qui manque. Voire, ils peuvent vous envoyer à vous-même la pièce pour que vous puissiez le faire vous-même. Donc, c'est assez simple, c'est un peu un téléphone en kit, quoi. Et on est capable juste de changer la pièce qui manque. Après, il y a des structures comme Common, COMOWN, qui proposent de la location de matériel numérique, dont des Fairphones. Et donc là, eux, c'est une coopérative. Et donc, voilà, ils ont une gouvernance spécifique et ils proposent justement de favoriser plutôt l'usage plutôt que la possession. Donc, l'économie de la fonctionnalité et de l'usage plutôt que de la possession, c'est absolument fondamental. Ça vient vraiment illustrer exactement, c'est ce que vous dites, ça vient illustrer ce concept de robustesse, de dire qu'on n'est pas, j'avais donné cet exemple des biens communs à Lyon, où en fait on peut juste être en location, ou les bibliothèques d'objets, ça va dans ce sens-là. C'est vraiment de se dire, c'est un changement de paradigme, un changement de mentalité de ne plus posséder un objet et un bien, mais de se le partager en fait, voire de le louer si on en a besoin, voilà. Mais de plus avoir sa propre voiture, son téléphone qui soit en sa possession, c'est hyper important. Et ça va tout changer parce que si par exemple vous imaginez une machine à laver en location, vous imaginez ça, vous avez une machine à laver chez vous, mais vous l'avez pas achetée, vous la louez. Donc tous les mois, vous payez un petit forfait de location. Ça, en fait, le constructeur, ça va tout changer pour lui. Parce que si vous l'achetez, il y a la question de l'obsolescence programmée. Il sera content que vous puissiez racheter une nouvelle machine dans quelques années. Et si vous la louez, il va faire à la base un objet hyper robuste qui va durer très longtemps.
Et vous payerez une location pour avoir de la maintenance, mais l'idée, c'est qu'il ne vous change pas à chaque fois la machine, qu'il vous change la petite pièce. Donc, il va, dès la conception, se dire comment faire en sorte pour que cet objet, à la base, il soit réparable et qu'il y a juste une petite pièce qu'on puisse changer facilement. Donc, ça change tout, en fait. Le fait d'être vraiment en économie de la fonctionnalité et de l'usage, ça change la conception même de l'objet, en fait. Donc, c'est hyper important, ouais, tout à fait. Merci de la précision. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, apparemment, il faut s'arrêter. On a déjà dépassé le temps. Merci. Ouais, je peux. Bon, merci pour cette brillante conférence. Vous avez mis beaucoup de cœur quand même. Vous avez un début de paroles et d'idées qui est très étonnant. Eh bien, écoutez, merci. Et puis, je vous invite donc à l'apéritif. Écoutez, merci. Merci.